quelle information internationale face aux montées des populismes. Je voudrais juste revenir sur le terme de populisme, parce que ce n'est pas tout à fait un terme anodin. C'était pour désigner la remise en cause de tous les systèmes de représentation et d'intermédiation dans les sociétés. Donc ça vise aussi bien les systèmes politiques, institutionnels, que les médias. Et c'est dans ce sens, c'est pas tant qu'on observe les populismes, c'est que nous-mêmes, médias, pouvons être stigmatisés comme des intermédiaires inutiles ou trompeurs, et qu'il peut y avoir une crise de confiance dans ce que nous faisons. Et c'est vrai dans plusieurs pays, et comme on est des médias internationaux, on peut observer ça sur tous les continents. Donc France Médias Monde, pour ceux qui ne seraient pas totalement familiers de ces médias, ça regroupe France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya, qui est une radio arabophone. Ces médias parlent 15 langues quotidiennement et 18 langues hebdomadairement, avec des langues évidemment très connues comme l'anglais, l'espagnol ou l'arabe, mais aussi des langues africaines, mais aussi des langues asiatiques et des langues européennes. Donc vraiment, on a à peu près toutes les cultures dans le groupe. Alors, ce qu'on constate depuis plusieurs années, mais il faut toujours nuancer les jugements, c'est en effet qu'on a pu assister dans plusieurs endroits à une sorte de crise de confiance de la parole médiatique, pas seulement de la parole médiatique, comme je disais, mais vraiment, on l'a vécu d'ailleurs en France. Je pense que tous ceux qui ont vécu la crise des Gilets jaunes, on a bien vu que le courant ne passait pas toujours sereinement entre une partie de la population et les médias. Et ça, c'est vrai dans d'autres endroits de la planète. C'est pas forcément nouveau. Mais cette crise de confiance, elle s'accompagne souvent d'une simplification de la pensée, de l'explication, d'une schématisation de positions radicales et d'un relativisme, au fond. Quelle différence entre un expert et un quidam? Qui aurait raison? Est-ce que toutes les opinions ne se valent pas? Et la théorie du complot est évidemment quelque chose qu'on voit fleurir partout, notamment parce qu'on a des rédactions spécialisées dans ce qu'on appelle le fact-checking en anglais, la vérification des faits en français, et que donc ces théories du complot, elles sont à peu près généralisées. Et évidemment, elles sont vecteurs de fausses informations. On appelle ça donc fake news en anglais. Infox, c'est le mot français officiel, qui est assez parlant d'ailleurs. Et pourquoi, au fond, ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, la propagande, la manipulation de l'info, c'est pratiquement aussi vieux que l'info. Mais il y a deux phénomènes qui nous semblent, et qu'on observe vraiment très bien dans des médias internationaux. C'est évidemment le numérique qui, par le changement de taille, change la nature même du phénomène et sa propagation, sa rapidité de propagation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est monté en puissance très très rapidement au cours des dernières années. Et qui vise beaucoup quand même un public très, très présent sur ces réseaux sociaux partout dans le monde, c'est-à-dire peut-être plus spécifiquement les jeunes. Et puis, évidemment, ça crée un discrédit sur les médias dits historiques ou traditionnels, mais aussi la mondialisation contribue à ces propagations de fausses infos. Par exemple, il y a quelque temps, quand Notre-Dame brûle, le monde entier a évidemment les yeux rivés sur Paris. Et très vite, une des rédactions de France 24 qui s'appelle Les Observateurs et qui s'appuie sur un réseau d'à peu près 6000 citoyens qui ne sont pas des journalistes, qui sont plutôt des citoyens engagés, dont on a vérifié la fiabilité. Ils font remonter d'Afrique une propagation comme une traînée de poudre du fait que si Notre-Dame brûle, c'est parce qu'il y a des statues sataniques sur Notre-Dame. Photos à l'appui. Photos qui sont d'ailleurs prises dans des vraies cathédrales, à Cologne notamment, parce que, on le saura si on lit l'article qu'on va immédiatement préparer sur France 24, au Moyen-Âge, on pensait qu'en représentant le mal à l'extérieur des cathédrales, on protégeait le cœur des cathédrales, et que donc ça servait justement la religion, et ça protégeait la religion. Donc du coup, France 24, saisie par ces observateurs qui sont en Afrique, va pouvoir faire intervenir des experts, des historiens et faire un grand papier. Et comme on a une stratégie d'hyper-distribution et qu'on a des accords avec beaucoup de sites qui reprennent nos contenus, notre article va se répandre
partout et va quelque part endiguer cette rumeur folle des statues diaboliques qui sont à l'origine du feu de Notre-Dame. Donc ça, il y a tout le temps des phénomènes comme ça, mais je parlais d'un village planétaire parce que ça se passe à Paris et ça se déchaîne immédiatement en Afrique. Donc voilà dans quelle situation on est. Alors comment nous, par rapport à ça, on se positionne? Je pense que d'abord, la première lutte contre ces phénomènes de défiance et de circulation de fausses informations, de manipulation des opinions, c'est d'abord en faisant notre métier à la base. Le métier de journaliste à la base, pour qu'il soit crédible, c'est d'abord un métier de vérification des faits et si possible à la source. C'est pourquoi il est très important pour nous, et je ne sais pas s'il y a des journalistes, j'en ai vu dans la salle, mais c'est très important d'avoir un réseau mondial de correspondants dans toutes nos langues pour que l'information soit vérifiée à la source, sur le terrain. Et parfois, ça implique des dangers. Le groupe a eu parfois des morts, comme d'autres grands groupes internationaux, et ça implique des formations particulières, d'être sur tous les terrains, partout dans le monde. Donc ça me semble faire partie aujourd'hui, pour les jeunes journalistes, ça doit faire partie de la formation, de pouvoir aller partout en sécurité, en faisant reculer les risques, et pour aller vraiment vérifier à la source. Le plurilinguisme, c'est aussi un atout, puisque le fait de parler 15 langues et d'avoir des rédactions dans toutes ces langues, et des correspondants dans le monde dans toutes ces langues, ça donne vraiment une pluralisme, non seulement des remontées d'infos, mais de l'analyse de ces infos en fonction des points, des cultures, des déterminismes qu'on porte chacun de nous. Et donc, du coup, ça permet, je pense, de toucher un plus large public et de mieux comprendre certains événements que quand on a un prisme seulement peut-être national. Ensuite, ce travail de vérification, il doit aussi s'accompagner parfois d'un travail d'investigation. Dans les dernières enquêtes qui ont eu lieu, notamment en début d'année 2019, et pour à Tours, les journées des journalistes, voilà, il y a eu une grande enquête qui a été faite comme chaque année, et ce qui ressortait très fortement, c'est que le public attend des journalistes cette vérification de faits dont je parlais, mais aussi l'investigation, aller au-delà des choses, au-delà de ce qui est dit, mais non pas pour raconter des opinions, mais pour enquêter vraiment. Donc ça, c'est le deuxième pilier de la crédibilité. Un troisième pilier, c'est le pluralisme des opinions qui sont exposées et l'équilibre des opinions. C'est-à-dire qu'une chaîne qui ne donnerait qu'un seul point de vue, elle pourrait ne pas apparaître crédible par rapport à une partie de l'opinion. Donc le culte du débat d'idées, du débat, le fait de présenter plusieurs opinions qui ne sont pas d'accord nécessairement sur un sujet, c'est quelque chose, tout ça, ça vous semble sans doute très naturel en France. Ce n'est pas forcément des cultures qui existent dans tous les pays du monde. Et donc cette culture du débat, voire de l'empoignage, qui est très française, enfin que les Français aiment beaucoup, c'est quelque chose qui fait aussi partie de l'honnêteté dans la restitution de l'information. Le mot honnêteté étant d'ailleurs un mot-clé, parce que objectivité, on ne sait pas trop si on peut l'être, et neutralité non plus. Et enfin, et j'ai fini, puisque les 10 minutes, j'ai vu Cyril, mais même s'il est dans mon dos, c'est vous dire à quel point je travaille à 360 degrés. Donc l'indépendance, c'est aussi un facteur important. Quand on est une chaîne de service public, ça passe par des modalités de domination qui doivent être vraiment très claires pour tout le monde, ne pas jeter la suspicion sur les modalités donc, et l'indépendance des dirigeants, mais aussi sur les financements. Par exemple, en France, on a de la redevance, ce n'est pas le cas dans plein de pays. Donc la redevance, qui est une recette affectée, qui garantit un financement autonome au service public, c'est une garantie d'indépendance et de crédibilité. Et puis, évidemment, il y a la lutte contre les infox en direct. On a des services dédiés. Je vous ai parlé des observateurs qui sont un cœur de matrice, mais on a dans chaque média des fact-checkers, donc des vérificateurs de faits, des émissions dédiées. On travaille d'ailleurs en partenariat avec le reste du secteur public sur la page Info-Intox de France Info. On travaille aussi avec l'Europe et avec les GAFA aussi. On travaille avec Facebook sur ça, beaucoup, et avec de nouveaux projets sur l'Afrique. Donc, je pense que ça, c'est important. Et on travaille aussi dans les écoles. Parce que
l'éducation aux médias nous semble être le plus sûr rempart à cette défiance qu'il y a vis-à-vis des médias et aussi à la propagation des fausses nouvelles. Et si j'en crois le dernier sondage, et c'est mon dernier mot, fait par l'UER, il date de mai 2019, on constate à l'échelon européen que les médias audiovisuels restent ceux qui inspirent le plus confiance dans toute l'Europe. 85% des pays européens, des citoyens des pays européens font confiance à la radio, 75% à la télévision, ce qui est en hausse. Et ce qui est sympa aussi quand on est dans le service public, c'est que majoritairement, les services publics reçoivent la confiance des citoyens européens. Donc le tableau de la montée des populismes et de la défiance des médias est à nuancer et il faut continuer à croire que le métier de journalisme est plus nécessaire que jamais. Voilà, merci. Voilà le message d'espoir de Marie-Christine Saragosse.